Tu es l'un des plus grands décideurs de ton pays et on te demande après ton élection de désigner une des villes du pays comme capitale. Tu choisiras sûrement la ville qui permettra à ton régime de contrôler plus facilement la population, de l'unir. Il est donc important que la ville que tu vas choisir soit bien connectée et que tout le monde puisse rapidement et facilement y accéder. C'est encore mieux si cette dernière se trouve au cœur du pays. Tu fais ton choix et des siècles après, il s'avère que ce n'était pas le bon. Tu as échoué en quelque sorte. Mais il n'est pas trop tard car tu peux toujours changer de capitale. C'est ce qu'ont décidé de faire plusieurs pays dans le monde, comme par exemple le Myanmar qui en 2005 a décidé de déplacer sa capitale de Yangon, une des villes les plus denses et peuplées du pays, vers Naypyidaw, 300 km plus loin de l'ancienne capitale. Mais pourquoi ? La nouvelle capitale se trouve au centre du pays. Elle dispose aussi d'une infrastructure meilleure et c'était en réalité le hub de transportation de tout le pays. C'était aussi un choix politique car la ville de Naypyidaw se trouve à côté de deux régions instables et rebelles nommées Shan et Kayam. Déplacer la capitale et l'armée avaient pour but d'améliorer la stabilité politique de la région, sans parler du fait que l'ancienne capitale du Myanmar était souvent victime de plusieurs catastrophes naturelles dues à sa position géographique. En 2008, un cyclone a détruit 75% de l'infrastructure de la ville, ce qui est complètement insane. L'Australie, elle aussi, est tombée dans ce dilemme. La ville de Sydney et de Melbourne n'arrivaient pas à décider laquelle d'entre elles devait être la capitale du pays. Et ils ont réglé la situation d'une manière assez atypique. Ils ont trouvé un compromis. Une ville du nom de Canberra fut construite à zéro entre les deux villes. Le Brésil lui aussi avait décidé en 1960 que sa capitale, Rio de Janeiro, n'était pas efficace. Ils ont alors décidé de trouver un emplacement plus centralisé qu'ils ont appelé Brasilia. Comme le Brésil, l'Australie et le Myanmar, deux pays ont décidé de déplacer leur capitale en 2022 pour à peu près les mêmes raisons. L'Égypte est en train de déplacer sa capitale, le Caire, vers une deuxième ville qui est en cours de construction, à l'est du Caire, tandis que l'Indonésie a décidé de déplacer sa capitale Jakarta dans un endroit super important, à plus de 1000 km de Jakarta. Cette décision est super importante pour le pays. L'Indonésie d'ailleurs est l'un des pays les plus peuplés au monde. Il est classé 4e après la Chine, l'Inde et les États-Unis. Sa population est de 270 millions d'habitants. Mais l'Indonésie est un cas unique, car contrairement à la Chine ou aux États-Unis, des pays compacts et puissants, l'Indonésie est divisée en 17 000 îles, éparpillées les unes des autres par la mer. Cool, non ? Mais le problème, c'est que ces îles ne sont pas du tout à pied d'égalité. Il y a 5 grandes îles en Indonésie, l'île de Sumatra, de Java, de Sulawesi, Bornéo et la Nouvelle-Guinée. Ce qui est bizarre, c'est que plus de 60% de la population habite dans une seule île. À votre avis, c'est laquelle ? Si vous avez deviné l'île de Java, alors vous avez tout à fait raison. Plus de 145 millions de personnes habitent ce petit territoire. Cette donnée rend l'île de Java l'île la plus peuplée du monde. Il est donc logique de conclure que l'île de Java est en réalité le cœur du pays. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la capitale Jakarta est située dans cette région du pays. Jakarta est l'une des plus grandes métropoles du monde. C'est la deuxième ville la plus peuplée au monde après Tokyo, avec plus de 35 millions d'habitants. Aussi, la ville de Jakarta a un poids diplomatique très fort dans la région car c'est la capitale de l'ANAS, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. C'est en quelque sorte comme l'Union européenne mais entre les pays d'Asie. Jakarta joue un rôle similaire à celui de Bruxelles en Europe. Malgré tous ses points forts, Jakarta a plusieurs points faibles qui l'empêchent de jouer au mieux son rôle de capitale au XXIe siècle. Comme je vous ai dit précédemment, l'île de Java représente plus de 60% de la population de tout le pays. Mais Java ne représente que 7% de tout le territoire indonésien, ce qui veut dire que les 93% qui restent sont négligés et n'ont pas connu la même croissance économique et sociale que Java. Ce qui a créé, vous l'imaginez, une disparité économique et sociale. Tandis que l'économie de Jakarta et Java a connu un grand boom, les autres îles ont été délaissées et ont stagné.
Depuis 1971, Java a vu sa population augmenter de plus de 75 millions, tandis que Sumatra en a gagné 38 millions, Kalimantan 11 millions, Sulawesi 10 millions et la Nouvelle-Guinée 4 millions seulement. Et ce qui rend cette disparité encore plus oppressante, c'est l'énorme distance qui existe entre les îles. Sur la carte, on dirait que toutes ces îles sont proches les unes des autres. Mais la réalité révèle une donnée inquiétante. Entre Jakarta et la Nouvelle-Guinée par exemple, il y a plus de 3800 km, 8 heures de vol environ. Entre Makassar et Jakarta, 4 heures de vol. Donc vous comprenez que cette grande distance fait que les autres régions sont complètement isolées du centre de pouvoir et ne bénéficient pas du tout de la croissance économique qu'a connue l'île de Java. D'un point de vue géographique, ça a plus de sens de mettre la capitale de l'Indonésie à Bornéo ou à Sulawesi. Mais cet argument n'est pas suffisant à lui seul pour changer la capitale d'un pays. Si cette décision a été prise, c'est parce que Jakarta a plusieurs problèmes. Pour commencer, il faut d'abord comprendre la pression démographique qu'a connue la ville de Jakarta pendant les dernières années. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Jakarta abritait environ 600 000 personnes seulement. 25 ans plus tard, la population a atteint 4 millions, soit une augmentation de plus de 650%. Et ce n'est pas tout, car 50 ans plus tard, en 2020, la ville contient en ses bordures officiellement 10 millions d'habitants. Et ceci dû à la migration massive des habitants de la région en destination de la région de Java et en particulier vers Jakarta. Et dû à cette pression énorme, la ville est un désastre écologique et ses routes sont perpétuellement embouteillées. Plus de 4,5 millions de voitures et 13 millions de motocycles sont utilisés sur les routes de la ville. Les transports publics représentent seulement 30% des usagers. Et en plus des émissions des véhicules, la ville est alimentée par 7 centrales au charbon et 5 autres centrales sont planifiées pour le futur. Et ce qui rend les choses encore plus désastreuses, c'est le fait que toutes ces centrales se trouvent dans un périmètre de 100 km approximativement de Jakarta. Les 7 centrales au charbon existantes constituent 2 fois le taux d'émission de tous les véhicules de Jakarta. Et c'est ce qui fait qu'on ne voit presque jamais le ciel dans la ville. L'air est aussi super pollué. Il est tellement pollué qu'en 2021, 172 jours sur 365 ont été considérés comme trop pollués pour être à l'extérieur et donc dangereux pour la santé. Imaginez être obligé de rester à la maison la moitié de l'année et ne pas faire du sport à l'extérieur. Et comme je l'ai mentionné auparavant, la ville de Jakarta est l'une des villes où la circulation est vraiment infernale. Il est estimé qu'un habitant de Jakarta passe 10 ans de sa vie coincé dans les embouteillages. Les membres du gouvernement sont souvent obligés d'être escortés à chaque fois pour ne pas rater des rendez-vous importants. Et puis ce n'est pas tout. On sait tous qu'avec le changement climatique, le niveau de la mer s'élève d'année en année, de 3 mm pour être exact. Mais ce qui rend la situation de Jakarta encore plus désespérée, c'est le fait que la ville elle-même est en train de couler et s'enfonce de plus en plus. Selon les études, certaines régions de la ville s'enfoncent à la vitesse de 1,8 cm par an, tandis que d'autres s'enfoncent à plus de 10 cm par an. Mais pourquoi ? Jakarta a été construite sur un terrain marécageux et à l'époque, personne ne savait que ce petit village de 600 000 habitants allait devenir l'une des plus grandes métropoles du monde. En plus de ça, il y a plus de 13 fleuves qui coulent le long de la ville et tous étaient potables à l'époque. Mais aujourd'hui, ils sont tous pollués. La ville possède une série de canalisations qui distribuent de l'eau potable aux habitants de la ville. Mais cette infrastructure est malheureusement concentrée que dans les zones les plus huppées de la ville. Ce qui fait que seulement 60% de la population a accès à l'eau potable directement du robinet. Les 40% qui restent utilisent un système de pompage d'eau pour obtenir de l'eau potable. Et c'est ce phénomène qui vide les différentes nappes phréatiques en dessous de Jakarta, faisant affaisser son sol. Ce qui rend les choses encore plus graves, c'est la présence de gratte-ciel massifs et lourds en béton un peu partout à travers la ville, ce qui ajoute à la pression exercée sur le sol marécageux de la ville. En prenant toutes ces informations en compte, il est évident que la ville de Jakarta ne va pas durer longtemps. Déjà, les épisodes d'inondation sont devenus super fréquents. Aujourd'hui, la majeure partie de la ville est en dessous du niveau de la mer
et une sorte de bassin s'est créé, ce qui accentue les inondations. En 2050, toute la ville sera en dessous du niveau de la mer si rien n'est fait. Mais bien sûr, l'Indonésie a un plan, et ce plan est juste insane. En 2014, le gouvernement indonésien a révélé la solution pour protéger la ville de Jakarta de sa destruction inévitable. Le projet se nomme le mur marin géant. Apparemment, il sera fini en 2025. Le concept est très intéressant, construire un mur gigantesque qui servira de barrière contre la mer. La forme du mur ressemble à un Garuda, un homme-oiseau de la mythologie bouddhiste, qui symbolise l'Indonésie et la protection. Mais la structure n'aura pas pour seule fonction la protection de la ville de Jakarta. Ça sera aussi un ouvrage iconique qui attirera plusieurs touristes vers le pays. Et après la construction du mur, la baie de Jakarta sera transformée en un grand réservoir d'eau qui sera une source énorme d'eau potable pour toute la population, car il capturera l'eau qui coule des 15 fleuves énormes qui traversent la ville. Ces fleuves seront dépollués et nettoyés proprement. En même temps, le mur géant accueillera le nouveau centre de la ville, avec des habitations, un réseau ferroviaire et des routes qui connecteront ce projet au centre existant de Jakarta. Cette enclave peut accueillir plus de 2 millions d'habitants additionnels. Mais vous l'imaginez bien, ce projet va coûter une jambe et un bras. Le budget est estimé à 37 milliards d'euros et a créé une grande polémique au sein de la population, car plusieurs habitants vont être expulsés de leur habitation pour accueillir ce nouveau projet. Des villas de luxe au bord de la mer seront détruites, des écoles et des hôpitaux. Tout ce beau monde se retrouvera sans domicile. L'argument le plus poignant contre ce projet est le fait que le mur sera une grande faiblesse pour l'Indonésie. Je m'explique. Un seul dégât causé au mur par une armée adverse créera automatiquement un grand tsunami qui détruira toute la ville en quelques minutes, sans parler des risques de tremblements de terre, de failles dans le système ou d'actes terroristes. Mais en attendant, le président de l'Indonésie, Joko Widodo, a décidé en 2019 de déplacer la capitale pour alléger la pression économique et sociale qui étouffe la ville. Personne ne sait jusqu'à présent où sera la prochaine capitale de l'Indonésie. Mais on sait grosso modo que la nouvelle capitale se trouvera dans l'île de Bornéo à plus de 1000 km de Jakarta. Bornéo a plusieurs points positifs qui la rendent la candidate parfaite pour accueillir la nouvelle capitale. Premièrement, l'île de Bornéo est la 3e plus grande île au monde et elle partage ses frontières avec 2 autres pays, la Malaisie et la Brunei. Deuxièmement, le gouvernement possède déjà une large partie de l'île, ce qui permettra à la capitale de s'implanter sans expulsion et sans problème. Troisièmement, les risques de catastrophes naturelles sont très minimes à Bornéo, donc pas de cyclones, de tremblements de terre, de tsunamis et surtout pas de volcans. L'Indonésie est connue pour ses éruptions volcaniques agressives. D'ailleurs, les 2 éruptions les plus violentes jamais enregistrées se sont produites en Indonésie, à Krakatoa en 1883 et au mont Tambora en 1815. Ces 2 explosions ont causé des dégâts hallucinants. Mais il y a 74 000 ans, le supervolcan de Sumatra nommé Toba a laissé les scientifiques sous le choc. Son éruption était tellement puissante que toute la Terre a été plongée dans 6 années consécutives d'hiver continu. L'humanité a failli périr pendant ces 6 années. Aujourd'hui, il y a plus de 172 volcans actifs dans le pays et plus de 5 millions d'habitants habitent tout près de ces bombes à retardement. Mais comme vous pouvez le constater, Bornéo ne contient aucun volcan actif, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le cœur du pays, la capitale, sur Bornéo. Et puis quatrièmement, Bornéo se situe au centre du pays et le gouvernement a déjà plusieurs propositions futuristes pour la nouvelle capitale. Le président a estimé que la nouvelle capitale accueillera environ 1,4 million de fonctionnaires publics et 7 millions d'habitants. Tout ce beau monde dans une superficie de plus de 1800 km², un peu plus large que la ville de Londres et 2 fois la taille de la ville de Jakarta. Le budget estimé pour la construction de cette nouvelle capitale est de 30 milliards d'euros. Mais comme vous le savez tous, la pandémie a changé le plan de plusieurs pays et l'Indonésie a vu ses plans retardés. Le président compte déjà déplacer petit à petit les bâtiments gouvernementaux à Bornéo en 2024, mais il n'a plus que 2 ans pour exécuter son plan avant la fin de son mandat.
Ce projet ambitieux a aussi pour but de ralentir un peu le désastre inévitable que connaîtra Jakarta dans les années à venir. Car en diminuant sa population et en démolissant la plupart des gratte-ciel, il est possible de gagner quelques années précieuses avant l'achèvement du mur marin. Le 18 janvier 2022, le Parlement a adopté le projet de loi autorisant le déménagement de la capitale actuelle vers l'île de Bornéo. Le nom de la nouvelle capitale est Nusantara, qui veut dire la ville du milieu. Est-ce que le rêve et l'ambition du président de l'Indonésie sera réalisés? Seulement le temps nous le dira. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner sur la chaîne. À la prochaine!